Bismillah, salatu salam ala rasulillah. Dans le cadre de l'invitation lancée par la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique pour la communauté scientifique, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Dr Hashmi Amara qui va nous parler de la vulgarisation des sciences, la promotion et la diffusion de la culture scientifique. Hashmi Amara est titulaire d'un doctorat en physique spécialité électronique quantique. Il est chercheur permanent et directeur de recherche au Centre de développement des technologies avancées. Il est responsable de l'équipe traitement des matériaux par laser et il travaille sur les procédés industriels utilisant les lasers de haute et moyenne puissance. Actuellement, son équipe s'intéresse aux procédés de fabrication additive par laser, qui est un des piliers de l'industrie 4.0. Sa conférence portera sur la lumière à travers elle l'histoire de l'optique depuis l'Antiquité jusqu'à l'invention du premier laser et par la suite l'utilisation des lasers en industrie. Sa conférence est intitulée « L'Odyssée de la lumière depuis le siège de Syracuse jusqu'aux applications laser ». Docteur Amara Hashmi, à vous la parole. Merci, Monsieur Bikhal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, je remercie d'abord la DGRSDT de m'avoir offert l'opportunité de participer à ce cycle de conférences sur la vulgarisation de la physique, qui est donc une très bonne initiative. Et j'ai choisi de parler de la lumière qui est quelque chose de familier, qu'on connaît bien, mais qu'on ne connaît pas très bien sur les mécanismes et sur les possibilités qu'offre cette lumière en termes d'application. Donc j'ai intitulé ma présentation « Odyssée de la lumière depuis le siège de Syracuse jusqu'aux applications laser ». Pourquoi le siège de Syracuse? Parce que le siège de Syracuse, c'est une des premières applications de la lumière, dans l'application militaire, on dira. Parce que c'est à l'époque le siège de Syracuse. Syracuse, c'est une ville qui se trouve au sud-est de la Sicile. Et elle a été, donc, il y a eu un siège des Romains pour occuper cette ville. Et dans cette ville vivait Archimède. C'est un savant donc connu, un grand savant, un grand inventeur aussi, qui a imaginé donc d'utiliser des miroirs paraboliques pour concentrer la lumière du soleil en un point. Et ce point sera donc les voiles des navires romains. Eh bien, il a réussi à brûler une partie de la flotte romaine grâce à sa première application de la lumière. La lumière, c'est une source qu'on retrouve dans la nature. On la retrouve à travers sa provenance extraterrestre, donc le soleil, par exemple, qui nous illumine tous les jours. Le clair de lune aussi est une source de lumière, ça permet aux caravaniers de marcher la nuit. Les aurores boréales au pôle nord de la Terre, et puis il y a aussi les étoiles qu'on voit tous les jours. C'est toutes des sources de lumière naturelle que l'on voit. Et sur notre planète, on connaît aussi la lumière à travers des phénomènes atmosphériques, comme les éclairs, ça donne de la lumière d'un seul coup, comme les incendies qui sont allumés par la foudre qui frappe par exemple un arbre ou une forêt, il y a un incendie qui se déclenche, donc il y a de la lumière. Il y a aussi les sources géologiques, comme la lave des volcans, les éruptions volcaniques, etc. Ça donne aussi de la lumière. Et aussi la biologie, les éléments biologiques, tels que certains animaux qui émettent de la lumière, comme les lucioles ou bien les méduses, qui émettent de la fluorescence bleue, et on voit ça donc parfois au niveau des plages, que la plage est fluorescente, c'est une source de lumière provenant des méduses. L'homme, pour pouvoir se servir de la lumière, principalement pour s'éclairer, parce qu'il a découvert donc le feu, il a tout de suite pensé à la torche. Donc la torche a été créée pour s'éclairer. Il y a eu les lampes à huile, les premières lampes à huile qui datent depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. Il y a eu la bougie. Il y a eu la lampe à incandescence qui a été inventée donc par Thomas Edison à la fin du 19e siècle.
il y a les lampes à néon, et actuellement il y a les lampes à diode, les lampes basse consommation, etc. Donc depuis l'Antiquité, l'homme a essayé d'imaginer, d'améliorer cette source de lumière qui est omniprésente dans sa vie quotidienne. Donc ça c'est pour l'éclairage. Il y a d'autres applications qui peuvent être envisagées en utilisant les propriétés de la lumière. C'est pour ça qu'on s'intéresse à ça depuis l'optique. Il y a eu ce qu'on appelle l'avènement de l'optique. L'optique, c'est la branche de la physique qui s'intéresse à la lumière, à son comportement et à ses propriétés. Donc, si vous voulez, je vais construire ma conférence sur l'histoire de l'optique, principalement. Elle est très liée à la lumière, parce qu'elle explique un peu ce comportement de la lumière. Alors, l'histoire de l'optique, elle peut remonter jusqu'à moins 3000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Antiquité. Puis il y a eu le Moyen-Âge, à partir de 476 après Jésus-Christ jusqu'à la chute de Grenade, 1492. Le Moyen-Âge a été caractérisé par l'influence de la civilisation musulmane. C'était l'apogée de la dynastie des Abbassides, qui ont pu, grâce à l'encouragement des califes à l'époque, encourager les chercheurs, les penseurs à travailler sur diverses disciplines de la science. Et puis il y a eu l'époque moderne, après donc ce qu'on appelle la Renaissance en Europe, après la chute de Grenade jusqu'à la Révolution française, on appelle ça l'époque moderne. Puis après la Révolution française, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle, c'est l'époque contemporaine. Si vous voulez, on va diviser le temps comme ça et parler à travers ces étapes-là de l'évolution de l'optique jusqu'au laser, oui, actuellement. Donc, à l'Antiquité, ce qu'on va retenir, en 750 avant Jésus-Christ, il y a eu déjà l'invention des lentilles. On retrouve des premières lentilles. Les premières lentilles, elles ont été fabriquées sous l'Empire assyrien, Ashurien. Donc, elles sont antérieures à moins 700 avant Jésus-Christ. Alors, c'est quoi les lentilles de l'époque? C'est des quartz qu'ils ont polis et donc qu'ils peuvent utiliser pour focaliser de la lumière. Donc, ils ont déjà trouvé une propriété de la lumière qui est la focalisation. Sa focalisation, la faisant passer à travers une lentille. Puis d'autres lentilles ont été fabriquées par les Égyptiens, les Grecs, les Babyloniens, etc. Et les Romains et les Grecs remplissaient déjà des sphères de verre, ils les remplissaient donc d'eau pour en faire un milieu à travers lequel passe la lumière et qui permet aussi de focaliser pour allumer des feux. Donc c'est un peu ce qu'on fait quand on a une loupe, on essaye de concentrer la lumière du soleil de façon à brûler quelque chose. En général, nous on s'amusait à faire ça quand on était jeune, on essayait de brûler du papier. Donc le principe il est presque inné, il est simple, il faut avoir la lentille. Donc déjà les gens pensaient en 700 avant Jésus-Christ à des applications de la lumière. Puis il y a eu les premières théories à travers des livres qui ont été écrits par des penseurs, je ne sais pas si on peut appeler des savants, parce qu'ils avaient toutes les qualités, ils étaient philosophes, mathématiciens en même temps. Donc je vais commencer par Euclide. Euclide qui a donc vers 300 avant Jésus-Christ déjà, c'est un mathématicien grec, donc qui est l'auteur de la théorie de l'optique géométrique, qu'il a appelé, c'est un livre qui s'appelle les Catoptrica. Les Catoptrica, c'est la théorie des miroirs. Les miroirs, donc, il a fait toute une étude sur les propriétés des miroirs. Et là, il y a eu la notion de rayon lumineux déjà. C'est quoi un rayon lumineux? Donc les Grecs ont distingué l'optique, il faut le rappeler, par la dioptrique et la catoptrique. La dioptrique, c'est la science de la vision, oui. Et la catoptrique, c'est la science des miroirs. Et puis je parlais aussi Épicure. Épicure, c'est un philosophe grec donc du IIIe siècle aussi, qui lui, à l'époque, avait émis l'idée, enfin c'était sa conviction, que les objets envoient des émanations. Par exemple, l'objet que j'ai devant moi, la lumière provient de lui, elle ne provient pas d'une source. C'est lui qui émet un rayonnement que je reçois dans mes yeux. Alors,
À l'époque, on pensait que c'était des atomes très petits, enfin des objets très petits. À l'époque, on avait déjà lancé le mot atome. C'est un objet très petit, atome ténu, on appelle ça. C'était eux qui émettaient cette lumière à partir de l'objet. Puis il y a eu Ptolémée. Ptolémée, c'est un astronome donc, qui a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ. Lui, il traite dans son ouvrage Optique des propriétés de la lumière. Notamment, il a traité la réflexion, la réfraction et la réfraction atmosphérique. Ainsi qu'aussi, il s'est aussi intéressé à la couleur. Pourquoi il y a des couleurs? Donc déjà à l'époque de l'Antiquité, on se posait des questions qui sont toujours de l'heure actuellement. On s'intéresse à la couleur, on s'intéresse aux propriétés de réflexion, de réfraction de la lumière. C'est un peu l'amélioration qui a été faite au cours du temps, elle repose toujours sur les mêmes questions qui se sont posées au début. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, la première idée d'application, donc Archimède a vécu avant Ptolémée, donc c'était en 200 avant Jésus-Christ qu'il avait fait donc sa première application, on peut dire militaire, de la lumière en concentrant donc les rayons du soleil sur la marine romaine qu'il a réussi donc à détruire en partie. Je vais m'arrêter là pour l'époque antique. Je vais passer au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, donc comme j'ai dit tout à l'heure, il s'étend du 8e siècle jusqu'au 13e siècle. Le 8e siècle jusqu'au 13e siècle, on retrouve la dynastie des Abbassides. Absolument. Ce sont eux qui ont fait que la civilisation musulmane a atteint son apogée, en termes de science, en termes de médecine. Vraiment, ils ont laissé quelque chose. On citera entre autres Ibn al-Haytham. Oui, je vais en parler tout à l'heure. Donc, je vais citer 3 savants musulmans de l'époque, donc des Abbassides, qui ont été, comme je le disais, encouragés par les califes, notamment Al-Ma'moun, Haroun al-Rachid, etc. Donc, par exemple, je parlais de Abu Yusuf Yaqub ibn Ishaq al-Kindi. Al-Kindi, c'est un savant, c'est un grand philosophe, hellénisant, c'est-à-dire qu'il a traduit les ouvrages grecs. Il a traduit les ouvrages grecs en langue arabe. Et puis ses premiers travaux sur l'optique ont concerné, c'est un ouvrage qui s'appelle donc en grec Radis Stellarum. C'est une traduction latine donc d'un ouvrage qu'il a traduit en arabe, où il développe la théorie que toute chose dans le monde émet des rayons dans toutes les directions. Donc, on en est encore à l'idée que ce sont les objets qui émettent de la lumière. C'était la conviction de l'époque. Et des savants comme Al-Kindi y croyaient. Donc, je parlerai aussi d'Ibn Sahl, Abu Sa'd al-Ala ibn Sahl, qui a vécu entre 940 et l'an 1000. Lui, c'est un mathématicien persan qui était un savant auprès de la cour de Bagdad. Donc, le califat abbasside s'était déplacé de Syrie lorsqu'ils ont battu les Omeyyades. Donc, ils se sont déplacés, ils ont créé leur nouvelle capitale à Bagdad. Et c'était là, comme je le disais, un peu l'explosion de la science dans le monde musulman. Lui, il a écrit un traité en 984 sur les miroirs ardents. On retrouve donc les miroirs d'Archimède, les miroirs qui créent le feu. Et puis les lentilles aussi. Il a fait un traité sur les lentilles. Il expose comment les miroirs courbes et les lentilles peuvent focaliser la lumière en un point. Donc lui, il explique ce que Archimède a fait de façon expérimentale. Lui, il s'est rendu compte d'une propriété, il l'a appliquée. Mais Ibn Sahl explique par une théorie comment que ça se passe. Alors, Ibn Sahl a contribué en proposant les lois de la réfraction. Les lois de la réfraction, elles ont été découvertes plus tard par Descartes. La formule de Snell-Descartes qui parle de la réfraction, en fait, Ibn Sahl en avait déjà parlé dans ses ouvrages. Alors, Ibn al-Haytham.
Ibn al-Haytham est considéré, enfin à l'époque où l'année de la lumière a été célébrée en 2015, l'UNESCO a considéré comme quoi Ibn al-Haytham est un des plus grands savants de tous les temps. Ça, ce sont les Occidentaux qui le disent. Donc, par sa contribution, il a réussi à expliquer le mécanisme de formation de la vision, c'est-à-dire comment l'œil perçoit la lumière. C'est l'explication actuelle. C'est-à-dire qu'il a réussi à comprendre comment que la lumière traverse l'œil, et donc lui il dit qu'on a des sensations visuelles dans le cerveau. Donc il a réussi à comprendre tout ça. Il a fait un ouvrage qui s'appelle Kitab al-Manazir, Book of Optics, qui est donc conservé à Londres. C'est un ouvrage que les Anglais ont à leur niveau. Donc, c'est une description scientifique du fonctionnement de l'œil. Il mentionne clairement que l'objet et non l'œil sont la cause de la vision. C'est-à-dire, pour lui, c'est l'objet qui envoie de la lumière. Bon, plus tard, on saura que c'est l'éclairage. Si j'éteins la lampe, on ne verra rien. Donc, la source, c'est cette lampe. Maintenant, lui, parce qu'à l'époque aussi, il y avait une théorie qui disait que c'est l'œil qui envoie des rayons pour scruter un objet de façon à pouvoir le voir. Bon, il y avait aussi cette théorie. Donc, Ibn al-Haytham a eu quand même une très grande contribution dans l'histoire de l'optique. Et on est en l'an 1000, hein? Oui, c'était... Bon, Ibn al-Haytham a vécu entre 965 et 1040, donc c'est l'an 1000, exactement. C'est le 11e siècle. Ouais. C'est le 11e siècle, et déjà les savants arabes, enfin musulmans, puisque Ibn al-Haytham, il est d'une autre contrée, donc ont vraiment contribué à porter. Il y a d'autres savants, on ne peut pas tous les citer, d'autres savants, il y en a plein, que ce soit en médecine, en mathématiques, en chimie, etc., etc. Enfin, c'est une autre commission qu'il faudra peut-être consacrer. Là, je laisserai la place à professeur Ahmed Jabbar, qui est très... L'histoire des sciences. Qui a déjà développé quand même beaucoup de choses sur ce point-là. Je vais passer à l'époque moderne. L'époque moderne, c'est le XVIIe siècle, donc pour aller un peu, pour avancer. Alors, Ibn al-Haytham a fait cette théorie, et puis... il y a eu, comment on appelle ça, le Moyen-Âge, c'était l'inhitat en Europe, c'était un peu la misère, mais il y a eu la Renaissance. À partir du XVIIe siècle, après la chute de Grenade, ils ont commencé à reprendre les choses, Florence, etc., les arts, les sciences, les scientifiques étaient encouragés. Donc, il y a eu deux scientifiques relatifs à l'optique, qui sont donc deux scientifiques connus, René Descartes, qui a vécu de 1596 à 1650, donc il a vécu une partie du XVIe et du XVIIe siècle, et puis il y a Isaac Newton, donc savant bien connu de la théorie de la gravitation. Lui, il a vécu donc après Descartes. Pour eux, la lumière est faite de grains, c'est des corpuscules, c'est des grains, c'est des petits grains qui nous tapent dans l'œil et puis on voit les choses. Bon, c'était la théorie, pourquoi ? Parce qu'ils avaient fait des expériences, ils expliquaient l'arc-en-ciel en disant que chaque couleur de l'arc-en-ciel était un grain particulier qui représentait cette couleur. Voilà pourquoi on voit l'arc-en-ciel et qu'on reçoit dans l'œil. Et puis aussi, ils avaient dit que ces grains-là pouvaient avoir une propagation rectiligne, en ligne droite, qui est une propriété de la lumière. La lumière se propage en ligne droite. Ouais. Tant qu'elle ne rencontre pas d'obstacle, elle continuera à se diriger en ligne droite. On ne rentre pas dans les détails de la théorie de la relativité générale, la courbure de l'univers, qui a une influence. Mais bon, restons sur Terre. Ensuite, la théorie corpusculaire, elle permet aussi de décrire les lois de la réflexion et de la réfraction. Elle reste toujours valable avec la théorie corpusculaire. C'est des grains très petits, donc
on se dit, se réfléchissent, lorsqu'ils tapent un obstacle, ils se réfléchissent, ou bien ils se réfractent en traversant un milieu optique. Donc, c'est l'idée qui était restée un bon moment pendant le XVIIe siècle, jusqu'à ce qu'il y ait deux savants, enfin deux savants de l'époque, c'était Robert Hooke et Christian Huygens. Et aussi Descartes qui avait commencé un peu à réfléchir à une autre explication de ce qu'est la lumière. Alors pour eux, les lois de la réfraction et de la réflexion restent toujours conservées lorsque l'on suppose que la propagation de la lumière se fait sous forme d'onde. C'est quoi une onde? Bon, à l'époque, l'exemple qu'on avait, c'était la mare d'eau, tranquille, plate, sur laquelle on envoie un caillou, on jette un caillou. On a une onde qui se forme. Donc, au point source, là où le caillou est tombé, et vous avez une vague qui se propage. Si je jette deux cailloux, il y a deux vagues qui vont se propager. Là où elles se rencontrent, il y aura soit une amplification de la vague, soit une diminution de celle-ci. C'est un phénomène d'interférence. Donc, à l'époque, vous me direz, comment est-ce qu'ils ont imaginé ça? Eh bien, Hooke et Huygens et même Descartes supposaient que la lumière était une onde déjà. Et que les couleurs correspondaient à une longueur d'onde. Si j'envoie donc mon caillou dans la flaque d'eau, je peux avoir une grosse vague qui est large, comme elle peut être courte, ça dépend. Mais donc, ces différences de longueur d'onde, pour Huygens, c'était l'explication des couleurs. Si la longueur d'onde est différente, vous avez une couleur donnée. Bon, c'était des idées qui avaient été formulées, mais il y avait l'opposition. Newton était très respecté, très puissant à l'époque. Les gens n'osaient pas dire que la lumière était une onde à l'époque. Enfin, ils n'osaient pas s'avancer pour exprimer des théories comme ça, parce que Newton était, c'est un peu comme si on essayait de contredire un grand savant, que les gens croient que c'est lui qui détient la vérité. Donc, les gens s'avançaient prudemment. Donc, il a fallu attendre le 19e siècle, c'est-à-dire 2 siècles après, pour commencer à faire des expériences. Des expériences qui vont démontrer que la lumière peut être une onde. On n'était pas encore sûr. Donc, on va commencer par Jung. Thomas Young, donc, en 1801, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une plaque, il a percé une fente, il a fait une fente dans la plaque, il a pris une source de lumière, il a fait traverser, donc il fait traverser, et plutôt il envoie cette lumière à travers la fente. Et il met un écran derrière. Et bien derrière l'écran, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu, il utilise deux fentes dans cette plaque. Donc une partie de la lumière passe dans une fente et une autre passe dans l'autre fente. C'est un peu reproduire les deux cailloux qui tombent dans la plaque d'eau. Et bien là, les deux fentes jouent le rôle des deux points où vont tomber les deux cailloux. Et bien, sur l'écran qu'il a mis derrière, il a vu un phénomène d'interférence. Là. Or, tout à l'heure, on a dit que les deux cailloux qui tombent dans la flaque d'eau, lorsque l'eau se propage, il y a deux ondes qui se propagent, qui vont se rencontrer, qu'il y aura un phénomène d'interférence. Eh bien, dans la lumière, ça s'est produit aussi. C'était une première expérience qui démontrait que la lumière pouvait produire des franges d'interférence en traversant deux fentes. Jung l'a démontré déjà en 1801. Et puis, il y a eu aussi un autre phénomène qu'on appelle la polarisation. La polarisation, c'est une propriété d'une onde. Une onde, c'est... une polarisation, je ne sais pas si je peux l'expliquer en prenant l'exemple des lunettes. On dit verre polarisé, etc. Lunettes à verre polarisé. Pourquoi c'est des lunettes à verre polarisé? Qu'est-ce qu'elles ont comme propriété exacte? Vous les avez essayées en conduisant. Si vous les essayez, vous verrez que vous voyez mieux. Oui. Vous voyez mieux la route. Ça peut réfléchir aussi. Voilà. Pourquoi? Parce que ces verres de lunettes ont des stries, soit horizontales, soit verticales, qui permettent d'éliminer les lumières parasites. Vous voyez que ce que vous recevez devant. Ce qui vient comme ça, vous ne le voyez pas. Donc c'est éliminé.
Ça, c'est une propriété de polarisation de la lumière. Et il n'y a qu'une onde qui peut avoir cette propriété. Si on considère que la lumière est une onde, on peut dire qu'elle peut être polarisée. Eh bien, ça, c'est Malus qui l'a découvert. Malus, Étienne Louis Malus, qui était un militaire, donc, entre 1775 et 1812, avait démontré la propriété de polarisation de la lumière. D'ailleurs, la formule porte toujours son nom. I égale l'intensité de la lumière. C'est l'intensité de la lumière incidente par le cosinus carré de l'angle suivant laquelle on reçoit cette lumière. Donc, c'est une formule qu'on utilise actuellement dans nos expériences pour pouvoir vérifier certains faits de l'optique. Alors, malheureusement, j'ai ici des images qui pourraient mieux expliquer les choses, mais c'est pas grave, on va continuer à parler. Et donc, une autre propriété qui démontre que la lumière est une onde a été démontrée par Fresnel. Augustin Fresnel, c'est un grand savant qui a beaucoup contribué à l'optique. Et actuellement, on utilise ces formules, les formules de Fresnel, dans le domaine des lasers, pour calculer des intensités, pour calculer les polarisations, etc. Et donc en 1815, Fresnel a carrément dit, moi je m'oppose à la théorie corpusculaire de Newton. C'est pas ça, c'est autre chose. À l'époque, si vous osiez vous attaquer à Newton, les foudres vous tombaient dessus. Et à l'époque, il y avait donc François Arago qui était un savant et qui était en même temps politicien, c'était un député. Donc, il avait appuyé Fresnel dans sa théorie. Laissons-le parler, écoutons ce qu'il a à dire. Et Poisson, donc c'est un autre savant, qui était aussi, je crois, dans l'Assemblée française à l'époque, Poisson, lui, est partisan de la théorie corpusculaire. Donc, si vous voulez, on ne laissait pas parler Fresnel. Fresnel a eu donc l'appui d'Arago, qui lui a permis donc d'exposer son travail. Fresnel, qu'est-ce qu'il a démontré? Donc, on a vu tout à l'heure l'interférence de Young, on a vu la polarisation de Malus. Eh bien, Fresnel a démontré une troisième propriété, la diffraction. Lorsqu'on fait passer la lumière à travers une ouverture, on voit sur un écran qu'on a une tache très brillante, la tache d'Airy, on appelle ça la tache d'Airy, et puis à côté, vous avez des taches plus ou moins qui disparaissent en intensité. Ça, c'est la diffraction de la lumière. Il n'y a qu'une onde qui peut donner ça. Donc, expérimentalement, durant le 19e siècle, on a démontré la nature ondulatoire de la lumière. Et c'est une évolution très importante, puisque aussi au 19e siècle, il y a Maxwell qui est apparu. Maxwell, avec ses équations, les fameuses équations de Maxwell, où à partir des équations de Gauss, de Thomson, de Faraday et d'Ampère, il a écrit les fameuses équations de Maxwell qui décrivent la propagation d'un champ électromagnétique. Donc, où on retrouve toutes les propriétés démontrées précédemment concernant une onde. Donc, la lumière est une onde électromagnétique. On a accepté ça avec Maxwell, et avec le temps, donc, d'autres démonstrations ont été faites. Mais dans quel sens elles ont été faites? C'est-à-dire que là, on va passer peut-être au XXe siècle. Au XXe siècle, avant de passer à ça, il y a eu Gustav Kirchhoff. Kirchhoff, il s'est intéressé au corps noir. Le corps noir, c'est quoi? Le corps noir, c'est un corps qui, s'il reçoit de la lumière, il ne la restitue pas. Il absorbe tout. C'est pour ça qu'il est noir. Bon, il existe des corps noirs dans l'espace. Mais si ce corps noir, on voit sa température augmenter, on fait augmenter la température de ce corps noir, alors on sait que lorsqu'on augmente la température d'un corps, ces atomes se mettent à osciller. Ces atomes se mettent à osciller, ils vont créer donc un dipôle. Un dipôle, puisque les électrons suivent, c'est négatif, puis c'est positif, etc. Et bien on retombe sur les équations de Maxwell où
un champ magnétique peut être créé à partir de la variation d'un son électrique, et vice-versa. Le champ magnétique, sa variation crée un champ électrique, le champ magnétique. Donc, ce corps noir s'est mis à émettre de la lumière avec l'évolution de la température. Donc, le corps noir, lorsqu'on le chauffe, émet de la température. Eh bien, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que le Soleil, qui est un corps, si on arrive à calculer sa luminescence, on connaîtra la température du Soleil. Sans y aller, hein. On pourra calculer la température du Soleil. C'est comme ça que ça se calcule, à partir de la théorie du corps noir. Même celle des étoiles, lorsqu'on vous dit beltégeuse, etc., à telle température, comment ils ont su ça? Comment ils font? Bon, eh bien, c'est le calcul de la luminescence de ces objets-là. Eh bien, au début, donc, les gens se sont amusés à proposer des formules. Il y a eu la formule de Rayleigh-Jeans au XIXe siècle. C'est une formule qui marchait bien pour l'infrarouge, parce que maintenant, tout à l'heure j'ai parlé des ondes électromagnétiques, maintenant il faut parler du spectre des ondes électromagnétiques qui s'étendent donc des ondes radio jusqu'aux rayons X. Il passe à travers l'infrarouge, le visible, l'ultraviolet, etc., les rayons gamma, etc., etc. On ne va pas entrer dans ce détail. La formule de Rayleigh-Jeans marchait très bien du côté de l'infrarouge. Mais, par contre, lorsqu'on arrivait du côté visible et de l'ultraviolet, on avait une augmentation rapide de la luminescence. Ça, c'est le calcul qui donnait ça. C'est-à-dire, ça devenait infini. Or, ça ne peut pas être infini. Ça ne peut pas être une énergie infinie. Et ils ont appelé ça à l'époque la catastrophe ultraviolette. C'est-à-dire, du côté des ultraviolets, on ne comprend pas ce qui se passe. L'énergie devient infinie. Donc, cette formule n'était pas valable. C'était une des premières formules qui a été proposée donc par Rayleigh-Jeans. Et puis, il y a eu d'autres formules qui ont été proposées par Vienne, Stefan Boltzmann. Et puis, il y a eu le fameux Max Planck. Max Planck, lui, a proposé sa formule, la formule de Planck qui calcule donc la luminescence d'un objet, quel que soit où il se trouve. Et lui, il a pensé que cette lumière-là, elle émet de l'énergie par paquet. Par paquet d'énergie. Il a fallu qu'il rajoute dans la formule proposée par ses prédécesseurs ce qu'on appelle la constante de Planck. La constante de Planck, c'est une constante de quantification. C'est-à-dire que l'énergie vient par paquet. C'est des photons. C'est H nu. Là, on passe à autre chose, carrément. C'est le XXe siècle, Max Planck. Hein. Si on est dans l'époque contemporaine, sur le tableau que j'ai traduit tout à l'heure, on est dans l'époque contemporaine. Donc Max Planck, à travers sa formule, a résolu le problème du corps noir, puisqu'en l'appliquant au rayonnement du Soleil, il retrouve ce que dans l'expérience et ce que dans sa formule, c'est quasi identique. Donc, on peut utiliser cette formule pour tous les astres, pour tous les objets dont on veut calculer la luminescence. Donc, pour lui, l'énergie n'est pas émise de façon continue, mais par paquet. Si on considère qu'on introduit donc la constante de Planck dans la formule de la luminescence, on peut résoudre le problème du corps noir. Et puis, par la suite, cette quantification des interactions électromagnétiques a permis de poser les fondements de ce qu'on appelle la mécanique quantique. Donc, la mécanique quantique est basée sur les travaux de Planck. Qui est venu après? Einstein. Einstein, en 1905, il a étudié l'effet photoélectrique. Einstein, c'était principalement un théoricien, mais il s'est basé sur les travaux expérimentaux de Becquerel et de Hertz, qui ont étudié l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, c'est quoi? Bon, si on considère que la lumière, c'est des photons qui arrivent, donc qui ont une énergie H nu, où H est la constante de Planck et nu, si vous voulez, la fréquence de l'onde. Nu, c'est C sur lambda, C, c'est la vitesse de la lumière. Donc, si un photon tombe sur un objet, Einstein, enfin, ce qui a été vu expérimentalement, c'est que si la lumière tape un objet, on récolte des électrons.
C'est un peu ce qui se fait actuellement en énergie solaire. C'est le principe des cellules solaires. Le soleil tape sur des cellules, et puis vous avez des électrons qui sont créés, qui sont acheminés vers l'électricité. Einstein, lui, donc, a fait des études sur ça. Il a d'ailleurs eu le prix Nobel grâce à ça. Donc sur ses travaux sur l'effet photoélectrique. Et ce n'est pas la théorie de la relativité qui a donné le prix Nobel à Einstein. La théorie de la relativité, c'est une autre histoire, donc il faut parler aussi des autres savants qui ont contribué, comme Lorentz et Poincaré. Donc Einstein a eu son prix Nobel pour l'effet photoélectrique. Il a démontré donc qu'un photon peut éjecter un électron. Et si plus on augmente cette énergie, on va de l'infrarouge jusqu'aux ultraviolets, plus l'énergie est grande. Bon, l'ultraviolet, c'est des ondes courtes, mais d'énergie élevée. En termes d'énergie photonique, c'est élevé. Donc ça a permis d'avoir des applications qui sont expliquées par la théorie, par la formule de Planck. Par la suite, je dirais que la conclusion qu'on peut avoir, que le photon, donc cet élément qui représente la lumière, c'est une quantité d'énergie qu'on appelle quantum. Donc c'est un peu la quantification de la lumière à l'échelle vraiment très petite. Et ce quantum est associé à l'énergie de l'onde électromagnétique. Alors, pour l'histoire, il y a eu quand même l'histoire de la propriété corpusculaire qui revient. Propriété corpusculaire est revenue, et c'est en 1924 que Louis de Broglie, il a réussi à démontrer que même les électrons, un photon n'a pas de masse. Un photon, il n'a pas de masse. C'est H nu. L'énergie. On peut trouver sa quantité de mouvement. On peut calculer sa quantité de mouvement à partir de la formule de Planck-Einstein. On peut calculer une quantité de mouvement du photon. Et ce qu'on appelle la longueur, en utilisant ce qu'on appelle la longueur d'onde de De Broglie. Donc, s'il a une quantité de mouvement, c'est qu'on peut peut-être appliquer cette propriété d'onde à ce qu'on appelle donc les électrons. Les électrons peuvent avoir un comportement ondulatoire aussi. Donc, Louis de Broglie avait proposé donc sa théorie, et ça a été démontré expérimentalement, donc que les électrons ont aussi une propriété ondulatoire, bien qu'ils aient une masse. Les électrons ont une masse, mais ils peuvent se comporter comme une onde. Il y a eu l'expérience de Davison et Germer en 1927. Donc ils font passer, comme ce qu'a fait Young, ils font passer un faisceau d'électrons à travers deux fentes. Ce qu'a fait Young, à travers deux fentes. Ce qu'on retrouve derrière le miroir, c'est un phénomène d'interférence. Il y a des parties sombres et des parties éclairées. Les parties sombres, c'est là où les électrons ne se sont pas rencontrés. Là, c'est la partie éclairée, c'est là où ils se sont rencontrés. Donc, même les électrons ont une propriété ondulatoire. Bon, ça, c'est un peu la contribution de Louis de Broglie qui a fait qui a expliqué la dualité onde-corpuscule en introduisant donc la notion de quantité de mouvement à partir des formules de Planck-Einstein. Et puis, donc, Einstein revient, donc tout à l'heure c'était 1905 pour l'effet photoélectrique. En 1917, Einstein revient avec le concept ou le postulat de ce qu'on appelle l'émission stimulée. Donc, partant des travaux de mécanique quantique, de mécanique statistique de Boltzmann et des travaux de Bohr, et sur la quantification de la lumière, donc Einstein dit que pour résoudre les équations du corps noir, la notion d'émission stimulée doit être introduite. Donc lui rajoute un peu à ce qu'a dit Planck, il introduit la notion d'émission stimulée. On va voir que c'est très important pour la suite. L'émission stimulée, c'est la base des lasers. Alors, ça c'était déjà en 1917. Donc, comment expliquer cette émission stimulée? D'abord, on va expliquer ce que c'est que l'absorption stimulée.
Vous avez un atome à son état donc de repos, et puis il y a un photon qui passe. Au niveau de cet atome, eh ben, cet atome va s'exciter en émettant un électron qui va aller se placer sur une orbite supérieure. Et puis donc, pourquoi est-ce que cet électron s'est placé sur... Parce qu'il a absorbé ce photon. Donc c'est une absorption stimulée. C'est nous qui avons envoyé cette lumière sur l'objet, l'objet devient excité. C'est l'atome qui est excité à travers le fait que l'électron passe de son état fondamental à un état supérieur. Le gap. Le gap. Et puis il y a ce qu'on appelle aussi l'émission spontanée. Une fois que cet électron se trouve dans un niveau d'énergie supérieur, à un moment donné, il va se désexciter. Enfin, l'atome va se désexciter, l'électron va retomber à son niveau inférieur, et lorsqu'il retombe, il émet un photon. Il restitue le photon qui correspond au gap H nu. C'est le gap H nu, dont nu est la fréquence du photon qui sera émis. Ça, c'est l'émission spontanée. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on retrouve l'émission spontanée dans la nature? Par exemple, vous avez la fluorescence des objets. Le jour où vous éclairez un objet, vous l'éclairez, par exemple, je ne sais pas si vous allez vous rappeler des anciennes montres, elles ont des aiguilles fluorescentes que vous voyez la nuit. Certains animaux, etc. Parce que durant la journée, il y a un emmagasinement d'énergie de la lumière, et le soir, il y a une émission spontanée. La lumière est restituée. Vous la voyez verte. Vous la voyez verte. Ben, c'est comme ça. C'est à peu près ça, l'explication de l'émission spontanée. Et puis, il y a aussi, ce qui est important, l'émission stimulée. C'est-à-dire, on a parlé de l'absorption stimulée, puis de l'émission spontanée. Maintenant, c'est l'émission stimulée. C'est-à-dire, vous avez déjà un atome excité avec son électron à un niveau supérieur par rapport au niveau fondamental. Il est déjà là. On sait que s'il retombe, il va émettre un photon. Mais si nous, on envoie un photon, on va désexciter cet atome, et on va le désexciter, et il y aura la création de deux photons. Celui qui sera émis par l'électron qui redescend à un niveau fondamental, et celui qu'on a envoyé. Et il se trouve que l'électron qui sera émis par l'électron qui redescend a les mêmes caractéristiques que le photon qui a été émis, plutôt envoyé par un moyen quelconque. Donc, ce qu'on appelle l'émission stimulée. On stimule la création d'un deuxième photon. Bon, alors, si vous avez donc un milieu d'atomes, que vous envoyez des photons, et que vous réussissiez, par un moyen technique donné, à concentrer donc ce photon dans ce milieu, ces photons dans ce milieu, vous avez une amplification de la lumière. Une amplification de la lumière par la production de plusieurs photons qui ressortiront de l'autre côté. Bon, ça c'est Einstein. L'émission stimulée, ça en est resté là. Puis, il a fallu attendre quelques temps plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on s'est dit, bon, quel serait le moyen de faire en sorte d'exciter ces atomes, de façon à ce que les électrons montent à un niveau supérieur. Bon, au moins, les électrons, ils sont là, ils aiment bien rester à leur niveau, là, l'atome n'est pas excité, il est tranquille, il est stable. Eh bien, il a fallu produire ce qu'on appelle un pompage. On fait monter ces électrons. Comment? En les excitant. On envoie une lumière, on les fait monter. On les fait monter à un niveau supérieur, puis on envoie un photon. On envoie un photon qui va les faire redescendre. Et tous les électrons qui vont redescendre vont créer eux-mêmes leurs propres photons qui vont donc amplifier cette lumière initiale. Et puis si on met deux miroirs, l'un de ce côté et l'un de ce côté, les photons ont la propriété de réflexion de la lumière, ils vont taper sur le miroir, ils vont revenir, ils vont re-rentrer dans le milieu d'atomes. Ils vont ressortir avec une autre amplification de l'autre côté, ils vont taper un autre miroir, ils vont revenir. C'est un oscillateur. On a créé un oscillateur optique. Eh bien, cette histoire d'oscillateur optique, c'est la base du laser. Mais avant de passer à ça, pour revenir à un fait historique, c'est que ces travaux-là se sont arrêtés avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, avec la Deuxième Guerre mondiale.
les savants étaient, si vous voulez, affectés à autre chose. Einstein a été affecté au projet Manhattan pour la bombe atomique, etc. Donc les gens avaient autre chose à faire. Et puis ça a repris donc après la Seconde Guerre mondiale avec l'apparition d'une nouvelle science, l'électronique quantique. C'est pour ça que je vous dis, j'ai un doctorat en électronique quantique, c'est très vieux ça finalement. Donc à partir de 1947, c'est Alfred Kastler qui a proposé son pompage. Parce que l'idée d'Einstein était théorique, mais il fallait maintenant passer à la pratique. Alfred Kastler a réalisé le premier pompage optique, c'est-à-dire ramener des atomes d'un niveau fondamental à un niveau excité en envoyant leurs électrons donc à ce niveau supérieur. Donc il a réussi à faire une excitation lumineuse à travers laquelle il a pu faire un pompage, ce qu'on appelle un pompage optique. Parce qu'il y a plusieurs types de pompage. Il y a des pompages en envoyant des flashs lumineux, il y a des pompages électriques en excitant, par exemple, si c'est un gaz, on peut aussi exciter un gaz en envoyant des décharges électriques. Donc voilà, la notion de pompage était nécessaire pour faire passer donc les atomes d'un niveau fondamental à un niveau excité. Et puis bon, là, ça a permis plus tard, en 1953, d'inventer ce qu'on appelle le MASER, le Microwave Amplification by Stimulated Radiation. Donc le MASER, il a son application dans le domaine des micro-ondes, microwave. Et il repose sur le même principe, puisque le microwave, c'est une onde électromagnétique, il a les mêmes propriétés, donc propriétés ondulatoires de la lumière qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc on peut produire ce qu'on appelle cet effet d'amplification en créant le photon dans la longueur d'onde de la micro-onde. Et donc ça, c'est une invention qui a été faite, mais dont on n'entend pas beaucoup parler dans le grand public. Pourquoi? Parce que ça a des applications limitées, les microwaves. C'est utilisé dans le réglage des horloges atomiques, donc c'est très spécifique comme application, c'est pas dans le grand public. Ça n'a rien à voir avec le four micro-ondes. Mais l'essentiel, c'est que cette invention-là, qui a été faite à l'époque par Charles Townes, c'est Charles Townes qui, donc, en 1957, a mis au point le MASER, et il a pensé à étendre cette idée-là à ce qu'on appelle, donc, il a pensé à étendre cette idée-là à la gamme optique, passer de la gamme micro-ondes à la gamme optique, c'est-à-dire le visible, l'infrarouge et l'ultraviolet. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lui et Shaolou, ils ont réussi à créer le premier amplificateur optique, c'est-à-dire deux miroirs, un milieu d'atomes, et puis une excitation grâce à un pompage optique, où donc ils ont obtenu un effet d'amplification de la lumière. Ils ont obtenu cet effet d'amplification, et puis ils ont eu le prix Nobel pour ça. Malheureusement, Shaolou n'a pas eu le prix Nobel avec Townes. Townes a partagé le prix Nobel de l'époque en 1964 avec les Russes, Prokhorov et Bassov, donc qui en même temps ont travaillé sur ce problème-là. Bon, là, on n'a toujours pas le laser, hein. C'est-à-dire on a juste fait un amplificateur optique. La lumière rentre dans une cavité, elle est amplifiée. Il a fallu attendre 1960. Eh bien, en 1960, Théodore Maiman a réussi à obtenir le premier faisceau laser. Pour ça, il a utilisé comme milieu actif, maintenant le milieu d'atomes dont je parle depuis tout à l'heure, ça s'appelle un milieu actif ou un milieu amplificateur. Son milieu actif, c'est un barreau de rubis. Un barreau en rubis, c'est un laser, si vous voulez, parlons pas de laser pour le moment, c'est un matériau solide, c'est du verre. Et il met les deux miroirs. Seulement, le deuxième miroir, il laisse passer un peu la lumière. Il laisse passer un peu la lumière. Et celui-là, il est totalement réfléchissant. Donc, il crée sa fameuse oscillation à l'intérieur. À un moment donné,
il y a la lumière qui sort. La lumière qui sort, elle est cohérente, prédirective, et elle a des propriétés extraordinaires. Elle est monochromatique, c'est-à-dire que la lumière est pure, la couleur de la lumière est pure. C'est une longueur d'onde qui sort. Vous n'avez pas un mélange de longueur d'onde, donc vous avez du rouge, vous pouvez avoir du vert, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Et bien, c'était l'invention du premier laser en 1960. Donc, Théodore Mémon, malheureusement, malgré son invention, il n'a pas eu le prix Nobel. Il n'a pas eu le prix Nobel et ça l'a vraiment touché. D'ailleurs, Charles Townes, qui a eu le prix Nobel pour l'oscillateur, a toujours considéré que Théodore Mémon était un des oubliés de l'histoire des Nobel. Et c'est vrai, c'est l'inventeur du laser. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise. Vous utilisez ça partout, pratiquement, en pointeur, comme dans toutes les technologies, vous avez du laser. Eh bien, bon, c'est l'effet de l'histoire. Et par contre, il a eu son nom comme inventeur du rayon de la mort, etc. À l'époque, dans les années 60, il y avait un peu des bandes dessinées, etc., qui considéraient le laser comme rayon de la mort. Des gens lui prêtaient des applications militaires, si on veut. Et c'est vrai qu'avec le temps, il y a eu l'invention d'autres types de lasers. Il y a eu le laser hélium-néon, qui a été inventé par Ali Javan. Il y a eu le laser CO2 qui a été inventé par Patel. Il y a eu plusieurs types de lasers. Il y a eu Bassov qui a encore inventé le laser à Excimer. C'est-à-dire chaque longueur d'onde, pratiquement, on a créé un laser qui est relatif à cette longueur d'onde, ou même au milieu actif. Le milieu actif peut être solide. Le milieu actif, c'est le réservoir d'atomes ou de molécules. Il peut être solide, il peut être liquide, il peut être gazeux. Le laser CO2, c'est un gaz qui est à l'intérieur, et on excite, donc on fait le pompage avec une décharge électrique. Et puis on obtient donc l'effet laser par la suite. Et le laser hélium-néon, kiff, c'est un gaz. C'est le gaz hélium-néon. Le laser Excimer, c'est autre chose. C'est plus compliqué. Et puis il y a le laser à fibre. Il y a le laser à électrons libres. Ça, c'est dans la gamme des rayons X. Le laser à électrons libres, bon, c'est pas pour le grand public, mais ça permet de faire des recherches extrêmement importantes pour sonder la matière dans l'infiniment petit, enfin à l'échelle très petite. Ça permet de sonder cette matière-là, et puis il en existe très peu dans le monde. C'est des installations immenses. Il y en a une à Stanford, donc le SLAC. C'est dans la ville que, c'est un peu comme l'accélérateur qu'il y a à Genève, c'est dans la ville qu'il faut parce que il faut que les électrons traversent de très grandes longueurs, et puis on les fait rentrer dans un couloir où il y a des aimants, et puis ces électrons se mettent à osciller, et chaque fois qu'ils oscillent, ils émettent une lumière. Ils émettent dans le X, donc ils récupèrent cette lumière de rayon X, et ils ont un laser qu'on appelle à électrons libres. C'est des applications qui peuvent avoir beaucoup d'effets sur l'étude fondamentale, la physique fondamentale. Bon, pour le laser pour la suite, donc on est pratiquement dans les années 80, plutôt bien avant, c'est-à-dire dès la création du laser, les gens pensaient aux applications industrielles. À partir de 1967, déjà, les gens se sont amusés à faire des petites applications industrielles. Il y en a qui ont fait du perçage, il y en a qui ont fait de la découpe, etc. Mais c'est à partir de 1980 que ça a pris vraiment l'intérêt pour les applications industrielles est apparu pour les lasers. Il y a eu donc plusieurs firmes qui se sont mises à fabriquer des lasers de puissance. Laser de puissance, c'est à partir de 500 watts, c'est-à-dire la puissance délivrée par le faisceau laser. Vous avez une lampe qui fait 100 watts, des lampes qui éclairent beaucoup, et imaginez 500 watts, et que vous concentrez. Vous concentrez en un point. Donc, puis il y a des lasers qui vont jusqu'à 20 kilowatts. Donc ça, vous arrivez à découper des tôles de 10 cm, par exemple, d'acier inoxydable, vous les découpez avec un laser de ce type-là. Si vous voulez, à partir de 1980, donc les années 90, il y a eu beaucoup de fabricants de lasers, il y a eu beaucoup d'applications, mais il y a aussi la recherche. Les applications, elles sont là. Vous découpez,
Mais vous voyez qu'après la découpe, vous n'avez pas une bonne qualité de découpe. Pourquoi j'ai pas une bonne qualité de découpe? Il faut remonter au mécanisme physique de la découpe. Pour ça, il fallait faire de la recherche. Ben, c'est un peu le rôle de notre équipe au CDTA, l'équipe traitement des matériaux par laser, de s'intéresser à ces aspects-là. Les aspects de traitement, donc des aspects d'étude des procédés industriels des lasers. Malheureusement, nous, on n'a pas de laser de puissance. On n'a pas, ça coûte très cher et depuis le temps qu'on en attend un. Moi-même, on essaye donc d'avancer sur ce point-là en faisant donc des études sur la découpe laser, sur le soudage laser, sur le formage par laser, qui sont des applications très intéressantes, sur ce qu'on appelle le rechargement par laser. Vous avez parfois des turbines qui sont utilisées, puis à un moment donné, vous avez l'aube de turbine qui s'érode un peu. C'est-à-dire la matière se met à partir, la turbine ne fonctionne pas très bien. On enlève l'aube, on la jette, et puis on achète une autre. Eh bien non, ça coûte très cher. Vous prenez l'aube qui est détériorée, à l'endroit détérioré, vous faites un rechargement par laser, en projetant la matière elle-même dont est constituée cette turbine. On peut réparer des turbines, on peut réparer des tas de choses. Ça, c'est un peu les applications laser. Mais l'application à laquelle on s'intéresse actuellement, c'est la fabrication additive. Alors, la fabrication additive, c'est quoi? De façon conventionnelle, comment est-ce qu'on fabrique une pièce? On prend un rondin, on le met dans le moule, et puis on fait tourner, et puis on arrache de la matière. On arrache de la matière, et vous avez votre pièce qui se constitue. Quand vous regardez la matière que vous avez arrachée, vous avez donc des copeaux de métaux, ça constitue un poids assez important. Eh bien, la fabrication additive, c'est l'inverse. Vous rajoutez. Vous démarrez de rien. Vous avez un substrat, vous utilisez des poudres métalliques. Les poudres métalliques, vous allez naturellement étaler d'une façon précise, et vous envoyez un faisceau laser. Et puis, à travers un programme CAO, vous réalisez des pièces couche par couche, suivant leur profondeur. À la fin, vous obtenez une pièce 3D. Une pièce 3D qui parfois contient des alvéoles à l'intérieur, parfois contient des trucs impossibles à réaliser de façon conventionnelle. Vous n'avez pas de moule pour faire ça, vous ne pouvez pas. Soit vous la réalisez par étapes, mais là, d'une seule traite, vous réalisez une pièce extrêmement complexe. C'est un peu ce qu'on essaye de faire au CDTA, mais c'est très difficile. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi plutôt cet intérêt? Parce que depuis 2009, il est apparu le concept d'industrie 4.0 en Allemagne. L'industrie 4.0, donc il y a eu une chute drastique de la production industrielle en Allemagne. On a pensé arrêter de faire l'industrie comme elle se faisait. Il fallait utiliser ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, la robotique, la science de l'informatique, etc. Et puis aussi la fabrication additive. Donc, le Internet of Things, l'Internet des objets, permet de faire l'intelligence sur les objets à créer éventuellement et réfléchir à une solution. Le robot se déplace les pièces, etc. Et puis, la dernière étape, c'est fabriquer cette pièce. Une fois que vous avez préparé toute la logistique concernant l'Internet of Things, l'intelligence artificielle, etc., il faut réaliser cette pièce. Eh bien, l'industrie 4.0, vous avez besoin d'une pièce, vous êtes là à Alger, si vous êtes bien sûr abonné à cet organisme, vous appuyez, vous avez votre conception CAO, vous appuyez sur le bouton, elle est fabriquée à Tokyo ou à Londres. C'est ça le principe de l'industrie 4.0. Et ces usines n'ont pas besoin d'intervention humaine, parce que tout est automatique. C'est peut-être, ça fait peur, parce que ça va augmenter donc beaucoup de chômage, mais c'est aussi l'efficacité de la chose. En fabrication additive, moi je parle du laser, mais elle est utilisée aussi, par exemple, pour la fabrication de maisons maintenant, carrément. Bon, c'est un autre procédé. L'automobile aussi. Automobile, certaines pièces. Maintenant, on dit fabrication comme ça, c'est facile, mais nous, on s'intéresse toujours à la physique, parce que c'est pas parfait. Cette pièce qui est réalisée au grand public, qui la voit, bon, c'est beau, c'est bien, mais si vous la découpez, vous pouvez trouver des porosités. Des porosités à l'intérieur à cause
du phénomène physique qui a permis de produire cette région-là qui s'est mal passée. Il y a eu un gaz qui a été enfermé, etc. Imaginez que vous mettiez cette pièce dans un avion, la porosité va créer une fragilité sur l'aile. Donc c'est la catastrophe. Donc nous, on essaye de s'intéresser plutôt aux aspects fondamentaux. Et tout ça, on le fait à travers donc, l'utilisation des codes de calcul, ce qu'on appelle la CFD, Computational Fluid Dynamics. Et donc, il y a aussi des aspects de matériaux, des aspects de transfert de chaleur, de transfert de masse. On essaye de retrouver un peu ce qui se passe concrètement lors de l'interaction laser-matière pour faire, par exemple, de la fabrication additive. Ce qu'il y a, c'est que, je peux le dire, c'est-à-dire qu'on est en train de s'intéresser ici en Algérie à un domaine vraiment important et qui est d'actualité à travers le monde. Dans les pays avancés, on s'intéresse beaucoup à ça. Les gens s'intéressent à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'argent derrière. Économiquement, vous pouvez réaliser des choses impossibles à réaliser par le passé. Et je dois dire qu'au CDTA, il y a déjà cette politique a été adoptée. Donc il y a eu la plateforme de prototypage qui s'est dotée il y a quelques mois de ce qu'on appelle un système SLS, Selective Laser Sintering. Donc c'est pour un peu fabriquer des pièces à partir de polymères. C'est pas des poudres métalliques, c'est des poudres de plastique, c'est des polymères. Je vous invite à venir voir un peu le type de pièces qui sont fabriquées. Vous allez constater que déjà, on peut fabriquer ce qu'on veut. Il suffit d'avoir le programme CAO et vous envoyez dans la machine, elle vous fabrique ce que vous voulez. Il y a même des pièces extrêmement compliquées dont le montage se fait pendant le procédé. C'est-à-dire que c'est des pièces qui seront mobiles plus tard. Le montage est déjà fait durant la fabrication additive. C'est extraordinaire ce qui se passe. Effectivement, on peut même citer les applications du laser en médecine. On fait maintenant des avancées extraordinaires. Oui, je me suis contenté des applications industrielles, mais les applications médicales, pour là, il faut pas attention. La médecine, c'est de la peau, c'est des yeux. Donc il faut baisser en puissance. Il faut vraiment baisser, sinon vous allez brûler la personne. Enfin, elle n'aura pas le temps de sentir et son bras aura disparu. Mais les applications en médecine, ça se fait par ce qu'on appelle les lasers ultra courts. C'est des impulsions femtosecondes. On peut utiliser d'autres impulsions. Par exemple, pour le traitement de ce qu'on appelle le LASIK pour découper la cornée, pour corriger la harpe, on utilise la laser femtoseconde. Pourquoi femtoseconde? Parce que c'est une impulsion laser qui dure 10 puissance moins 15 secondes. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer. L'infiniment petit. Alors 10 puissance moins 15 secondes, la matière n'a pas le temps de chauffer. La matière n'a pas le temps de chauffer, mais par contre, c'est une très forte énergie qui est envoyée en 10 moins 15 secondes. La matière, comment elle répond? Elle est arrachée, carrément. Elle ne peut pas répondre par la chaleur. Donc c'est pour ça qu'on peut traiter un œil quand même qui est très fragile, parce que l'œil ne va pas ressentir de chaleur. Il va ressentir un effet mécanique qui dure un temps très court. Maintenant vous me direz, oui, mais je n'envoie pas une impulsion de 10 moins 15 secondes et puis j'attends. Non, c'est des lasers, comment on appelle ça, à fréquence élevée, c'est-à-dire c'est du mégahertz, vous envoyez plusieurs, mais malgré ça, le temps à l'œil ne voit pas. C'est pourquoi ça, c'est des phénomènes un peu physique, l'électron répond rapidement à une impulsion femtoseconde, parce qu'il est très petit. Il est très petit, il peut répondre, donc on utilise les propriétés de cet électron-là qui va répondre à cette impulsion, puis l'impulsion est partie, ça y est, elle n'est plus là. Mais l'électron continue à osciller dans cette impulsion, il va transmettre son énergie à ce qu'on appelle le réseau, la lattice, ou bien les ions qui constituent l'essentiel de la matière. Et là, donc, il n'y aura pas un effet thermique, il y aura un effet mécanique qui va permettre de faire ce qu'on appelle une ablation. Une ablation, vous avez des ablations très nettes, c'est-à-dire qui ne laissent pas de bavure, qui ne laissent rien du tout. Docteur Amara, il ne reste pas beaucoup de temps, donc on peut terminer en disant que l'optique, la lumière, c'est un élément très important pour l'homme, notamment d'abord parce que ça lui permet de vivre. S'il n'y avait pas de lumière, imaginez qu'on soit dans le noir tout le temps. Et puis, ces applications sont extraordinaires.
extraordinaire, il reste encore d'autres choses à découvrir. Merci beaucoup, Dr Amara. Je rappelle que vous êtes chercheur permanent au Centre de développement des technologies avancées. Merci pour cette conférence. Vous nous avez fait voyager à travers le temps, de la lentille au faisceau laser. Donc je vous remercie. Je vous donne rendez-vous avec un autre chercheur et une autre conférence. Et je vous dis salam alaikum. Merci.